Sunday Night Production. Pluie de médailles pour la France sur les championnats d'Europe. Dernière ligne droite avant la coupure. C'est parti pour l'actu full gas pour ne rien rater à ce qui se passe dans le monde du vélo. L'actu full gaz, retrouvez toute l'actualité du cyclisme avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast L'actu full gas présenté par LTDG depuis Lyon. Grégoire, alors comment ça va déjà pour commencer cette semaine? J'espère que t'es en forme, il y a pas mal de choses à discuter. Mais toi personnellement, comment vas-tu? La grande forme, j'ai bien récupéré du Covid de la semaine dernière. Et je reprends un peu le sport. J'ai fait un peu de vélo, un peu de course à pied surtout en ce moment parce qu'on n'a pas trop le temps de sortir le vélo pendant 2-3 heures vu tout le taf qu'on a. Et toi, ça se passe bien? Bah ça se passe bien, les cours à Lille, ce week-end j'étais de passage à Paris. Et du coup, ouais, c'est vrai que mixer la tête dans le guidon, tous les projets, les podcasts, les événements et les cours, parfois c'est compliqué. Mais j'imagine que c'est pareil pour tout le monde et j'espère que vous, votre rentrée personnellement, elle se passe bien et que vous avez bien repris les cours et ou le boulot. Je te propose qu'on perde pas trop de temps et qu'on passe directement sur les résultats en deux spi avec pas mal de courses cette semaine. Je te laisse commencer par Loomloop. J'aime bien parce que t'as lu Umloop et t'as pas lu la fin. C'est Loomloop Van Outland et c'est Gaben Tyson qui s'est imposé devant Dylan Groenewegen et Cedric Bullens. Donc c'était une petite course classique pour sprinter en Belgique ce mardi en début de semaine. Pas grand chose à dire si ce n'est que Tyson a remporté cette course avec brio. Mais il y avait surtout une course par étape cette semaine qui a animé tous les jours de notre semaine. Tu l'as suivi un peu? Ouais, je l'ai suivi. J'ai surtout vu le magnifique victoire en solitaire de Ben Illy sur la troisième étape. Franchement, fantastique. Superbe course de notre pote Bastien Tronchon. Félicitations à toi, mec. Mais Ben Illy était vraiment trop fort. C'est Mark Hirschi, du coup, qui s'est imposé devant McNulty. Et Ben Illy qui vient faire un show sur la troisième étape. Une superbe victoire en solitaire. Et voilà le podium final. Mais il y a eu pas mal de vainqueurs. Je te propose que tu nous énumères tous les vainqueurs. Première étape, victoire de du coup Corbin Strong qui s'impose au sprint. D'ailleurs, les deux premières étapes se sont jouées au sprint. Une victoire pour Corbin Strong, une victoire pour Jente Biermans, une belle victoire pour la Arkea Samsic. Troisième étape, tu nous en as parlé, le show de Ben Illy, mais je pense que tu peux un peu plus préciser ce qui s'est passé ce jour-là. Bah, il est sorti en solitaire à 30 km de l'arrivée à la Ben Illy et il allait s'imposer en solitaire avec son superbe maillot de champion d'Irlande. Franchement, magnifique course. Il a écrasé ce jour-là. Il m'a fait penser un peu à un Remco dans ses grandes œuvres. Et ça fait plaisir de voir des gars qui font le show comme ça, surtout qu'à la fin de la course, il a dit que bah, c'était sa manière de courir et vraiment, c'était comme ça qu'il aimait courir, partir de loin et gagner. Franchement, ça m'a impressionné, hein, comme le lendemain, la victoire de Copenhague sur le chrono. Ouais, de toute façon, on sait que ces genres de gars, c'est sa force. Au punch, il va pouvoir peut-être se démarquer d'autres personnes, mais bon, il sait qu'il va partir de loin et que personne va le suivre. Et au final, il surprend tout le monde, il fait un numéro. Ce jour-là, il y avait aussi Bastien Tronchon dans l'échappée qui a été le dernier réescapé et qui a quand même fait une belle résistance à Ben Illy, qui s'est même accroché un petit moment à la roue de Ben Illy quand il l'a rattrapé avant d'exploser complet, mais normal. On rappelle que cette année, Bastien, il avait les cours à Staps et en plus de ça, il avait sa saison. Donc c'est un peu compliqué. Là, c'est juste le début de sa vie à 100% professionnelle. Et donc je pense que l'année prochaine, il peut nous réserver de belles surprises, ce petit coureur. Ouais, ouais, franchement, c'est pour moi la course qu'il a le mieux réussi de la saison, avec des beaux résultats. On l'a vu à l'avant, on l'a vu à l'attaque, et on lui souhaite de continuer comme ça sur la suite de la saison. Félicitations à lui. Et du coup, le jour de la cinquième étape, c'est Tobias Allan Johannesson qui s'est imposé dans la dernière étape, mais c'est bien Mark Hirschi qui gagne le général devant son coéquipier McNulty, et du coup, Ben Illy, comme on l'a déjà dit. Je te propose qu'on passe au tour du Langawi. J'ai pas du tout suivi ça, Grégoire, tu peux m'en parler? Non, mais c'est une course en Malaisie qui a commencé ce week-end. C'est une 2 points pro. Mais c'était juste pour dire que Arvin De Klein avait remporté la première étape et qu'il réalise quand même une superbe saison, ce mec. Et puis toute la Tudor, en fait, réalise une super saison. Je pense que j'en parlais avec un coureur pendant comment il s'appelle, pardon, avec Pierre-Luc Perrichon, à qui on passe le bonjour au Canada. Pendant que j'étais au Canada, il me disait que cette équipe, il pense que dans 6 ans, tu vois, ils seront vraiment en World Tour. Il y a 3 ans où, en gros, là, ils vont vraiment structurer. Et les 3 prochaines années, ça sera la prochaine campagne pour marquer des points pour passer en World Tour. Il devrait être déjà World Tour. Deuxième étape, c'est Gleb Sterica, l'énorme gabarit de la Astana qui s'est imposé. Et la troisième étape, c'est Jackson George qui s'est imposé, un gars qui, qui marche bien dans les courses en deuxième catégorie pro. Donc voilà, c'était juste pour dire que ça a démarré et que même s'il n'y a pas trop de vélo à se mettre sous la danse début de semaine, vous pourrez quand même suivre les résultats à la fin du tour du Langkawi. Allez, à suivre le tour du Langkawi. Je crois que c'est sur Eurosport, Grégoire?
C'est sur Eurosport, mais bon, il va falloir se lever tôt avec le décalage horaire. C'est le matin vers 6h30, je crois, ça commence la retransmission. C'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi. Par contre, on avait une super course ce week-end, Paris-Chauny qui normalement vient récompenser les sprinteurs français, mais pas cette année. Parce que cette année, il y a le meilleur, sprinter du monde, je pense que tu vas pas me contredire, qui s'est aligné, Jasper Philipsen et il s'est aligné et il a gagné devant les, sprinteurs français, Jason Tesson et Paul Penouet qui fait une belle troisième place. Bah, trop fort quoi le Philipsen. De toute façon, je crois que Cocard fait 5 aussi, ouais, mais bon, ouais, non, Philipsen comme d'hab, trop fort. Et il y avait un sujet que j'ai mis sur la table et dont je voulais qu'on parle, c'est qu'en ce moment, c'est à la mode, mais je sais pas cette année ce qui se passe. On parle de fusion entre le Ineos, Movistar, la Soudal Quick-Step, la Jumbo-Visma. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces rumeurs de fusion d'équipes qui donneraient des armadas hors normes? Bah, alors, je vais déjà un peu, mettre un peu le contexte pour tout le monde, parce que tu as pas très bien expliqué. Mais en vrai, c'est qu'il y a plusieurs articles qui sont sortis dans la presse, notamment, chez nos confrères de la RTBF en Belgique, qui parlent de fusion entre plusieurs équipes. Donc on a une première fusion qui pourrait exister entre la Soudal Quick-Step et la Jumbo-Visma. Donc ça ferait une équipe, bah, une armada XXL. Déjà que la Jumbo-Visma, elle gagne tout et que les autres qui gagnent, c'est Pogacar et Remco. Du coup, ils ramèneront déjà tous les titres de Remco en plus. Mais en gros, c'est des histoires compliquées, financiers qui se mettent en place parce que, du coup, Lefebvre qui est le principal, donc le manager général de Quick-Step, a 20 des parts et pourrait, lâcher ou racheter des parts. J'ai pas bien compris, c'est des histoires d'argent et on parle d'une autre fusion entre, la Movistar et la Ineos qui serait pour moi un peu plus cohérente quand on voit que ces 2 équipes avec, des petits effectifs, il doit y avoir peut-être 10 gars dans chaque équipe et surtout, je trouve que Ineos est en recherche d'un nouveau leader et Enric Mas pourrait être ce nouveau leader. Et Ineos a une superbe armada de coéquipiers que n'a pas forcément la Movistar. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'y crois pas trop. J'ai pas plus d'infos, donc je vais pas plus m'étendre. Mais pour moi, c'est plus plausible entre Movistar et Ineos qu'entre Jumbo et Soudal. Bah, en vrai, c'est nos confrères de Weiler Flits, donc c'est un journal hollandais qui ont déclaré ça là, qui ont fait sortir cette info. Et en fait, les sponsors Visma et Soudal resteraient parce qu'on sait que Jumbo va partir la saison prochaine. La marque de supermarché hollandaise devrait partir, donc il y aura Visma tout seul et il faudra assumer tous les gros salaires de la Jumbo Visma forcément. Donc en vrai, j'y crois, sachant qu'en plus de ça, il va falloir remplacer Roglic qui risque de partir, par exemple, dans une équipe qui pourrait assumer son salaire, comme la Ineos Movistar, par exemple. Donc tout est un peu lié. Après, ça reste des expectations et au final, nous, on n'en sait rien, on n'a pas plus d'infos. Mais c'est juste pour dire que je pense qu'on va avoir des nouveaux associations de sponsors l'année prochaine, des nouveaux maillots, et qu'on risque encore une fois de galérer à reconnaître et à parler des nouvelles équipes en début de saison, genre avec tous Ouais. ces changements J'avoue de qu'on sponsors. on n'y comprend rien, les changements de sponsors. Déjà l'année dernière entre Soudal Quick-Step et nos amis, Cécile de Koninck ouais. et la Lotto Destiny. On n'a rien compris, il y a tout qui a changé, tout ce qui se mixait. C'est pas facile à suivre pour ceux qui suivent un peu moins le vélo. Et c'est pour ça qu'on fait ce podcast, l'Actu Full Gaz, pour vous tenir au courant. Et que si même vous n'êtes pas les suiveurs les plus fins de cyclisme, vous arrivez à comprendre la saison et les enjeux qui se passent. En tout cas, pas plus d'infos sur ces fusions, mais on voulait vous en parler. Et on voulait savoir un peu ce que vous en pensez. Pourquoi pas en faire un article ou une vidéo sur LTDG Cycling, Instagram et TikTok. Allez vous abonner pour suivre ça et lancer les débats en commentaire. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis des gens. Je sais pas ce que tu en penses, Grégoire. Ouais, bah, j'ai envie de savoir, ce que pense tout le monde. Après, c'est des stratégies politiques, économiques et on est loin du désastre sportif, mais ça va quand même conditionner la saison prochaine s'il y a une armada, Soudal, Visma qui sort. Tu imagines Tour de France Remco Vingegaard? Ça va être énorme. Ça serait énorme. Ça serait énorme. On va pas plus s'étendre. Je te propose qu'on passe au focus de cet épisode. Et le focus de cet épisode, c'est Laporte avec le maillot de champion d'Europe. Laporte qui a remporté les championnats d'Europe. Donc, on va faire le focus sur tous les championnats d'Europe. Et on se retrouve juste après le jingle. Je vous propose qu'on commence par toutes les courses masculines, et notamment les contre-la-montre. Alors, bah, je commence, vas-y. Chez les juniors, c'est Witten Philipsen Albert qui s'est imposé devant Nordegen Jorgen et Senken Sente. À noter que le premier français, c'est Elliot Boulet, 13e. Encourageant, mais bon, voilà. Après, vous avoue que on n'a pas suivi toutes les courses, surtout les contre-la-montre. On a surtout regardé le final et les derniers résultats, parce qu'en vrai de vrai, je suis fan de vélo, mais de là, aller me bouffer tous les contre-la-montre junior U23 et masculin, féminin des championnats d'Europe, on a aussi du travail à côté. En tout cas, voilà, c'est un fait. Et dis-moi ce qui s'est passé chez.
te féliciter pour la prononciation du podium parce que quand j'ai vu les noms, ça m'a fait mal à la tête. Il y avait plus de consonnes que de voyelles. Mais félicitations pour la Notamment pour ça que prononciation. j'ai regardé la course, je m'entraînais à prononcer bien les noms Ah ouais, et tu du coup, chaud, j'avais pas vraiment pu très chaud. regarder la course. Du coup, on va passer au contre-la-montre espoir. On passe au contre-la-montre espoir. Et là, c'est Alex Segard qui marche très très bien cette saison, qui s'est imposé, devant Bevort, Karl Frédéric et Wang Gustave. Le premier français, c'est Eddy Le Huitous qui fait 9e en espoir. Pareil, encourageant, beau podium. Alex Segard qui fait une superbe saison et qui vient confirmer ça sur le contre-la-montre championnat d'Europe. Je propose que tu nous parles un peu plus du contre-la-montre élite qui a vu un gagnant plus jeune que le contre-la-montre espoir. Ouais, c'est un peu le truc ultra gaulerie dans ça. Genre vraiment, genre, on est dans un monde où on sait que bah ils sont de plus en plus jeunes les cracks au vélo et même dans tous les sports en général. Et là, c'est Joshua Tarling qui avait été troisième déjà au championnat du monde cette année, qui logiquement, bah, il avait été troisième derrière Evenpool et Filippo Ganna, qui ne se sont pas alignés sur ce contre-la-montre élite des championnats d'Europe. Et du coup, bah, logiquement, Tarling, il s'impose devant Bischegger et Wout van Aert. À noter que le premier français, Rémi Cavagna, fait huitième. Mais il y a un gros événement surtout qui a éveillé l'attention de tout le monde sur ce contre-la-montre. Est-ce que tu peux nous en parler? Je sais qu'il y a un événement, il y a eu l'énorme chute, excuse-moi, j'étais ailleurs et là je viens de réfléchir. Je pensais que tu m'avais mis une colle, mais je l'ai. C'est l'énorme chute de Stéphane Koum qui se fait opérer d'ailleurs ce lundi, qui a de nombreuses fractures et je pense qu'on va en parler un peu plus longtemps parce que moi j'ai un petit coup de gueule à pousser. Donc si tu veux bien me laisser le faire, Ce serait trop cool qu'on ait un jingle coup de gueule. ouais, mais vas-y, mais viens, on met un jingle juste pour le coup de gueule. Coup de gueule! Vas-y, le coup de gueule. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et du coup, c'est Stéphane Koum qui a connu une énorme chute sur le contre-la-montre. Il était en position aéro à fond et il y avait un petit décalage des barrières sur la route et à 60 km/h, il a foncé dans les barrières. Il est reparti, des images, le maillot en sang, le casque fendu en deux et il a fini la course comme ça. Et à part mettre des messages «Quel guerrier», on s'est pas dit que c'était peut-être un mauvais exemple pour les jeunes de faire repartir un gars qui venait de taper les barrières à 60 km/h avec un casque fendu en 2. C'est-à-dire que le gars, déjà qu'il est plus très lucide, s'il retombe en fait et bah, il a plus de casque cette fois-ci, genre il a plus droit, il a plus de vie dans le jeu vidéo. S'il tombe, il se tue et on l'a laissé repartir comme ça et à la fin, on lui fait ses tests et tout et on se rend compte qu'il est cassé de partout. Il a mis fin à sa saison, il se fait opérer aujourd'hui et moi, je comprends pas comment on a pu le laisser repartir. Alors oui, ça fait des superbes images, c'est un guerrier, mais bon, aujourd'hui, il y a des protocoles commotion normalement au vélo. Dans tous les autres sports, notamment au rugby, il y a. Et là, je comprends pas pourquoi on l'a laissé repartir. Je sais pas ce que tu en penses, Grégoire, peut-être que tu as un avis différent, mais le laisser repartir, le pire pour moi, c'est qu'il avait le casque littéralement fendu en deux. Il faut que vous alliez voir les photos et que c'est comme s'il avait pas de casque. Il est reparti sans casque. C'est quoi l'exemple qu'on laisse à nos jeunes passionnés de vélo, qui est un sport assez dangereux, surtout sur nous, notre pratique, sur route ouverte? Bah, en vrai, je t'avoue que j'étais un peu comme tout le monde, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo derrière où je dis: «Ouais, la chute et tout, c'est vraiment un guerrier ce mec» et en y réfléchissant, j'ai mis effectivement aucun message dans la vidéo, tu vois? Et je sais qu'on a un rôle, on devrait faire passer ce genre de message normalement, en mode, bah, c'est pas bien et derrière, c'est toi qui m'a fait me rendre compte de ça. Bah, laisser repartir un gars, le casque est fendu. L'UCI est enfin, tu obligé de rouler avec un casque qui a été contrôlé par l'UCI et qui est validé par l'UCI et là, bah, clairement, le casque, il était plus en état, il était pour rouler, il protégeait plus rien. Le mec était plus lucide, trauma crânien, bon, sans complication, trauma crânien quand même, fracture de la main, fracture de la pommette, il me semble. Mais c'est vrai que c'était un peu n'importe quoi ces images maintenant. Mais tu le dis comme ça et genre je suis vraiment, il faut en fait faire gaffe et il y a un rôle aussi, d'exemple effectivement pour tout le monde et c'est bien de vouloir être un bonhomme, de dire: «Ouais, on n'est pas au foot, ouais, on n'est pas à ça, machin, on est des guerriers». Ouais, on est des guerriers, mais on n'est pas débiles non plus et je pense qu'il faut faire gaffe. C'est un sport ultra dangereux le vélo, on a eu assez l'exemple comme ça cette année. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il faudrait, si ça se repasse une prochaine fois, arrêter le coureur, quoi et tu vois, ça me fait on en parlait d'ailleurs parce que juste, je sais plus si c'était le soir ou le lendemain, il y avait le match, France contre la Namibie et il y a eu, tu sais, Dupont qui a eu un problème et il a eu Ouais, le protocole, et tout, il est sorti du terrain après et il y a ouais, pas ouais. ça au vélo et sur un contre-la-montre, en vrai, en plus Stéphane Kung, il fait 11e du chrono. Je Quel pense pas crack en qu'ils ils vrai. s'en foutent du 11e. Enfin, ils auraient dû l'arrêter et le mettre DNF. Peut-être que tu as raison là-dessus, vraiment. En Mais plus, c'est il y pas a une des question, voitures de là commission. on parle plus de résultats sportifs, on parle pas de DNF et tout, on parle juste de, bah,
de sa santé personnelle et surtout de l'exemple que tu laisses, aux jeunes. On connaît le vélo, on a pratiqué le vélo en compétition, on peut en parler. C'est un sport où on se dépasse assez, on se fait assez mal physiquement, et quand on chute, on se relève, on se plaint pas, on repart, c'est le mood du vélo. Mais à un moment, bah, c'est en cultivant ça qu'on va prendre des risques. Enfin, demain, tu pars n'importe quoi, tu pars sur une course, amateur, junior, tu as un mec qui tombe sur le chrono et on le laisse repartir avec le casque fendu en 2 parce qu'il veut faire comme Stéphane Kung, il veut faire le vaillant et bah, non, non, surtout que les Bah, attends, c'est un truc, Antoine. Tu t'en souviens, l'année dernière, quand on avait participé à la course par étapes là dans le Cantal, quand on était allé parti avec le club. Donc ouais, c'est pour vous expliquer, on était parti faire la semaine cantalienne, donc c'est une semaine de course en deuxième catégorie FFC. On était parti avec notre club et il y a une course où j'ai chuté violemment. Je me ouais. suis éclaté clairement. Pareil, le casque poqué, du sang partout. Premier réflexe de coureur qui est complètement débile. Pour la petite info, j'étais juste derrière toi et Grégoire a chuté devant moi et voir son frère jumeau chuter et hurler de douleur, j'ai pas fini la course, je suis allé le voir, hein. Et en fait, justement, bah, ce jour-là, moi, j'ai pris le vélo et je suis reparti tout seul comme ça derrière le peloton, explosé. Et même, tu vois, à ce niveau-là, la voiture, des médecins de course, ils m'ont arrêté. Ils m'ont fait: «Maintenant, tu t'arrêtes, tu descends du vélo, tu te mets sur le côté», et mon autre c'est mon le DS et la voiture de commissaire qui m'ont dit: «Allez, maintenant, va te ranger et tout», et qui m'ont soigné, qui m'ont pas laissé repartir. Donc tu vois, pour le coup, en amateur, là, ils avaient pris la décision de m'arrêter. Et au Voilà, final, j'avais pas de trauma crânien, j'avais rien. Mais ils ont quand même pris la décision de m'arrêter. voilà, tout ça pour dire, le débat est ouvert, hein. Dites-nous, toujours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les podcasts, sur nos réseaux sociaux, on répond à tout le monde et dites-nous vous ce que vous en pensez de ça, si vous êtes d'accord avec nous ou pas d'accord et d'ailleurs c'est sympa d'avoir des avis, qui divergent donc n'hésitez pas à nous dire et je vous propose qu'on se dirige vers les résultats de la course en ligne homme avec, Grégoire un feu d'artifice. Que dis-je? Que dis-je? Je sais pas quoi dire d'autre. Bah, que dis-je? Que dis-je? Un feu d'artifice slovène déjà provenant sur Non, la non, mais je course en dirais ligne. mieux Grégoire, un feu d'artifice! Non, je dirais mieux. Un Excuse-moi. feu un feu de joie. Enfin bref, chez les juniors, c'était un feu d'artifice slovène, hein, parce que tu as 2 Slovènes sur le podium et le champion d'Europe junior est slovène. Donc ça m'étonnerait pas qu'on entende parler d'eux rapidement au World Tour. Donc il y a Hanze Rafbar qui a gagné devant Mathis Grisel, notre Français qui avait déjà remporté Paris-Roubaix, en début de saison. Et le troisième, du coup, deuxième Slovène du podium, c'est Erzen Zak. Donc une belle course en ligne junior. Pour tout te dire, je n'ai pas eu le temps de la voir non plus. Mais, ouais, voilà, il est pas passé loin dans le final. Il est vraiment. Enfin, il se fait. Ouais, il est pas passé loin. J'ai que ça à dire. Mais il y a aussi la course U23. Ouais, avec un podium aussi pour, nos bleus, avec la victoire de Pedersen, Henrik Pedersen qui a très, très bien marché. Il gagne devant Roméo Ivan et devant un autre Français, Magnier, Paul Magnier du coup, félicitations à toi qui termine troisième. Et du coup, nos jeunes ont du talent et les bleus, marchent bien, mais ils marchent encore mieux chez les élites parce que là, on a une course fantastique avec la victoire de Christophe Laporte devant Van Aert et Koy. Est-ce que tu peux nous expliquer, bah, ce final? Parce que la course était traditionnelle, mais le final, il était exceptionnel et ouah, ça fait longtemps que j'ai pas vu une aussi belle course. J'étais dans mon lit, pour tout te dire, pour me regarder les 15 derniers kilomètres. Je me suis posé. C'était dimanche, bon dimanche, tu vois. La course, un peu longue, elle a mis du temps à se décanter parce qu'il y avait 200 bornes et que il y avait d'abord une partie plate puis le circuit. Je me suis dit: «Ouais, bon, ça va arriver au sprint». Au final, pas du tout. Les Français, ils ont commencé à un peu en mettre de partout dès le début. Dédicace à Axel Zinglet qui est tombé 2 fois d'entrée de jeu là au début de la course et qui a quand même mis une attaque. Turgis qu'on a vu attaquer. On a vu attaquer plein de petits bleus comme ça. Et dans le final, Laporte sort, attaque, en bas de la descente à une dizaine de 12 kilomètres de l'arrivée, il me semble, et personne n'y va. Et là, je me dis: «Bon, c'est cool». Même Jackie Durand sur Eurosport, il dit: «Ah, il est peut-être un peu pressé, là, il y va un peu tôt». Et moi, je me dis: «Non, j'y crois». Et genre pendant 12 bornes, il avait entre 8 et 15 secondes tout le temps. Ça se relayait derrière, il y a une super course de Sandy Dujardin, mec. Sandy Dujardin, incroyable, ardéchois, Fantastique, voilà. équipier de luxe, magnifique. Bravo à toi Sandy, hein. Ardéchois. J'ai envie de te dire, comme par hasard. Les Et Ardéchois, et ils performent toujours. il a osé aller s'intercaler dans les relais entre les Laporte, entre les Arnaud Delis, entre les Mats Pedersen, les Rasmus Stiller. Il y avait un groupe comme ça d'une petite dizaine de coureurs, XXL derrière, et lui, il allait gêner les relais, tu vois. Ascension finale. Donc il a genre 10 secondes au pied de l'ascension finale, Christophe Laporte. Et là, tu as Arnaud Delis
qui prend les commandes, je le vois débarquer, il pousse je sais plus qui, je crois que c'est un Danois, il le pousse, genre petit coup de main sur l'épaule, il prend le premier virage, il fait frotter le genou, il commence à emmener Van Aert. Et là, je me dis, ouais, c'est fini. Et le mec, il fait un sprint de presque d'un kilomètre. Il a fait un effort, le mec. Dans les virages, il était obligé de freiner presque. Il prenait les virages à la corde, mais il sortait extérieur, je sais pas comment, fond de balle. Et il lâche Van Aert dans le dernier kilomètre. Il n'y a plus que Van Aert et Koch qui ont résisté. Et là, Van Aert, il remonte, tu vois, dans la dernière rampe finale. Il arrive au niveau du pédalier. Et là, je me dis, oh, c'est fini. Et là, il coince. Le mec, Mais il mec, coince. c'est hallucinant Il cette ne- image. Je veux m'arrêter sur cette image. Cette image où vraiment Van Aert remonte au niveau de la porte en survitesse et il le passe pas. Je sais pas par quel miracle il le passe pas. Alors, oui, il y en a il certains coince. qui disent que Van Aert aurait laissé gagner la porte, mais c'est complètement faux. Ils sont pas de la même nation, ils faisaient pas équipe. C'est pas parce qu'ils sont coéquipiers à la Jumbo-Visma qui va le laisser gagner. C'est juste la porte Mais qui a même, écrasé, même pas- et même Van Aert qui s'est arrêté, quoi. C'était hallucinant. Ouais, non, mais ouais, honnêtement, une image incroyable. En fait, je pense que quand j'ai bien regardé les images, on voit qu'au moment où Van Aert en revient sur le pédalier, je sais pas si Christophe Laporte il l'a pensé comme ça, mais j'ai l'impression qu'il en remet un peu, tu vois. Et comme si, genre, il s'est dit, ok, je le laisse revenir et quand il revient, je lui mets un coup, tu sais, comme à la boxe. Quand il revient, je le laisse me mettre un coup et quand il m'a mis un coup, bah, je lui en remets un. Je Et te là, fais il a croire. recommencé à accepter pile au moment où il arrive au niveau du pédalier. Et dans le dernier virage, il savait que s'il passait en tête, il pouvait plus se faire doubler et il s'impose. Ouais, c'est un Vraiment peu. incroyable. Je te fais croire que tu peux revenir, mais quand tu es sur le point de revenir, je te mets le coup de massue et t'as pas le temps de te relever parce qu'il reste 200 mètres et je te tue. Et c'était vraiment bien Ouais, joué mais tu sais, de Christophe Laporte. J'ai juste une stat c'était la. à te donner. un- C'est la neuvième, la neuvième médaille de Thomas Voeckler à la tête de l'équipe de France depuis 2019. C'est juste exceptionnel les stats qu'il arrive à faire avec l'équipe de France, et que notamment ces deux titres de champion du monde, la deuxième place de Laporte l'année dernière, ce titre de champion d'Europe. C'est hallucinant ce que Thomas Voeckler arrive à faire avec notre équipe de France, qui est sur le papier moins favorite que des Pays-Bas ou des Belges, quoi. Après, moi, c'était mon prono, Laporte, hein. C'était notre prono d'ailleurs à tous les deux. Mais qu'est-ce que Non, je. non, moi je connais pas Laporte, Ouais, hein. ce qu'il fait en fait, et il comprend. Tu vois, je pense que c'est aussi bien pour les coureurs d'avoir un mec, un DS qui roule encore. Tu vois, on peut le suivre sur Insta, il va encore faire les recos avec eux, tu vois. Donc il sent encore le vélo, il roule encore, il connaît la tactique, il est un grand champion. Donc, ouais, non, je sais pas. En tout cas, ce qu'il réalise avec l'équipe de France, c'est magnifique. Olaf Koy fait donc troisième dans la route Van Aert. Et pour moi, le quatrième était le plus fort de la course. Arnaud Delis a été monstrueux. Et je pense que Arnaud Delis s'est sacrifié pour Van Aert cette fois-ci. Mais que si Van Aert s'était sacrifié pour Delis, je pense que Delis aurait pu gagner. Tu vois, je pense sincèrement Ouh, qu'ils ont tu joué la t'avances, mauvaise hein, carte, tu encore une fois. t'avances. Mais oui, Ah, mais peut-être, je m'avance. peut-être. Mais t'as vu l'effort qu'il a fait, mec? Oui, Non, mais j'ai vu, il j'ai était vu, trop mais fort. est-ce qu'il Personne n'a aurait réussi à suivi suivre. un punch de Van Aert en montée? Pas sûr non plus, hein. Mais bah, je pense qu'il était plus rapide et que c'était assez court et qu'il fallait tellement puissant. Enfin, j'avais vu sur son sprint à Québec quand j'étais sur place. Enfin, je te jure, la puissance que ce mec dégage au sprint. Et t'as l'impression en plus qu'il est tout le temps mal placé au moment de lancer son sprint. Il sort de nulle part tout le temps. Il est de super loin, tout seul dans le vent. Non, non. Pour moi, c'était lui le plus fort aujourd'hui. OK, OK. Juste, pour terminer rapidement, il y a la nouvelle discipline là, qui est très récente, c'est le relais mix, donc un relais en chrono hommes et femmes mélangés. Chez les juniors, à noter la troisième place de la France derrière, l'Italie et l'Allemagne, et la victoire de l'équipe de France, sur le relais mixte hommes en élite. Donc bravo à cette superbe équipe, qui mélangeait filles et garçons. La France marche de mieux en mieux Et non, dans cette discipline, et je trouve ça sympa de voir la cohésion. Les Français, ils courent ensemble et ils aiment courir ensemble, que ce soit les filles, les garçons, et je trouve ça génial. Et en plus, ça met en avant le cyclisme féminin, alors tout est bon dans cette discipline. ouais, bah alors, on va quand même les dédicacer chez les juniors. Donc ceux qui font troisième derrière l'Italie et l'Allemagne, c'est Léo Bizio, Léane Tabu, Alice Brédard, Julie Bégaud, Maxime Decomble et Elliot Boulet. Et chez les élites, c'est Juliette Labousse, Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Cédrine Carbaol, Benjamin Thomas et Audrey Cordon-Rago, qui fait quatrième aussi. On en reviendra du chrono en individuel. Voilà, On y reviendra. Je te propose le tableau des médailles. On peut y venir un peu parce voilà. on peut se la racler ou Bah, on a gagné le plus de médailles, 6 médailles, c'est ça? ouais, avec la Heu, Belgique. voilà, avec la Belgique, égalité avec la Belgique, donc c'est bien parce que quand on sait que la Belgique, écrase le cyclisme moderne avec les Pays-Bas, on est au même niveau qu'eux, et comme je dis, je pense que l'effet Vauclair marche beaucoup. Merci beaucoup, Thomas, de nous faire, gagner autant de médailles et de nous faire vibrer
avec ce beau maillot de l'équipe de France. Et c'était cool de voir un peu des nouvelles têtes aussi sur ces championnats d'Europe avec des Sandy Dujardin, des Axel Zingler qui n'ont pas l'habitude d'être là et qui ont fait un superbe boulot. Je pense aussi à Mathis Lovell. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on passe à la dernière rubrique de la journée parce qu'on n'a pas fini de débriefer les championnats d'Europe, il faut aussi qu'on passe aux femmes. Et oui, parce que maintenant, on peut passer à l'actu full gaz avec un E et du coup tous les championnats d'Europe féminins. Et oui, c'est l'actu full gaz avec un E. Vous savez, chez LTDG, on veut parler du cyclisme féminin qui est un spectacle fantastique. On vous invite à vous déplacer sur les courses, voir les femmes, voir les gazières se mettre des énormes cacahuètes et à regarder les courses qui sont en intégralité sur Eurosport ou les résumés sur LTDG. C'est pour ça qu'on vous invite à venir vous abonner sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, toi-même tu sais, mon copain. Et je commence par les résultats du contre-la-montre femme junior avec une victoire de Ventureni Federica devant Caveni Stina et Kunz Anna. A noter que la première française, Marie Ferré, est 17ème. Elle fait Et elle est lyonnaise. Ouais, du Lyon Sprint Evolution. Donc, l'occasion pour nous de faire un petit dédicace au Lyon Sprint Evolution. Nous, on habite à Lyon à l'année. En tout cas, toi, Grégoire, parce que moi, j'ai repris les études à Lille. Et du coup, l'occasion de faire un petit dédicace à notre centre de formation lyonnais et à la région Rhône-Alpes qui se développe de plus en plus niveau cyclisme. Et pour vous dire qu'au niveau amateur, le niveau est très très haut. Moi, en tout cas, j'allais tous les week-ends sur des courses et je me faisais défoncer. Ouais, mais là, surtout, Lyon Sprint, c'est une bonne formation pour les jeunes, surtout sur la piste. Et ils ont une équipe au DN2 ou DN1, je sais plus, au niveau féminin. Donc voilà, on peut leur placer une dédicace. Chez les U23, chez les espoirs, c'est Zoé Bachstedt qui s'est imposée devant Nien Darmayer, Antonia et Atosalo Anina, une finlandaise. Et Cédrine Carbol, la première française, fait 9ème. Donc voilà, rien de plus, à apporter. Un petit mot sur Cédrine, qu'on a eu l'occasion de voir un peu sur le Tour de France Femmes, qui a terminé meilleure jeune. Franchement, belle révélation pour le cyclisme français et on a des belles années devant nous avec les coureuses françaises et notamment avec Cédrine qui marche plutôt bien sur cette fin de saison. Et du coup, moi, j'en suis très content parce que c'est vrai que chez les femmes, on voit une surdomination de la SD Works et ça fait du bien de voir un peu des nouvelles personnes, des nouvelles têtes. Et en parlant de la surdomination de la SD Works, je te propose que tu nous épelles la vainqueur du contre-la-montre élite femme qui n'est rien d'autre qu'une coureuse de la SD Works. Bah, Marlène Rösser, la Suissesse qui a dit... Comment ? Qui conserve son titre ? Ouais, qui conserve son titre, mais qui surtout remporte ce titre de champion d'Europe, elle qui a été hyper favorite pour les championnats du monde et qui était passée complètement à côté. C'est très bien pour elle. Elle avait dit souffrir un peu de dépression dans le vélo après les championnats du monde, qu'elle avait abandonné le chrono et tout ça. Au final, sur la course en ligne, elle avait été très forte. Je me demande si c'était même pas des excuses parce qu'elle avait raté son chrono. J'en sais rien. En tout cas, elle s'impose devant Anna Anderson et Christina Schoenberger. Et à noter que Audrey Cordon-Rago termine 4ème. Elle n'est pas passée loin du podium. C'est dommage et à la fois, c'est un bon résultat. Voilà, félicitations à elle. Ensuite, je te propose qu'on passe au résultat des courses en ligne. Les courses en ligne avec d'abord les juniors. C'est Moursefleur qui s'est imposé devant Venturelli Federica qui, après sa victoire sur le chrono, vient remporter la 2e place sur la course en ligne. Et 3e, c'est Léane Tabou et la première française. C'est Léane Tabou, la première française. Comment ? Ouais, elles font 3, 4, 5. Donc, j'ai pas vu la course, mais ça ressemble à une strate Movistar, hein, parce que derrière, il y a Rio Titia qui fait 4 et Roussel qui fait 5. Donc voilà, pour dire, Éline Roussel qui complète le top 5. Donc 3 Françaises dans le top 5, c'est énorme. Ouais, c'est génial. C'est comme je t'ai dit, ça fait plaisir de voir le cyclisme féminin français qui se développe. Et je pense que c'est important d'en parler et d'inviter toutes les filles qui nous écoutent ou qui nous suivent sur les réseaux à elles aussi aller courir parce que franchement, c'est un bonheur. Et qu'en plus, il y a moyen qu'on a du talent en France. Donc, allez exploser toutes les autres nations, là, les Français, s'il vous plaît. Chez les 23, c'est Plumers Hills qui s'impose devant Chakleana et Zanetti Lina. À noter que la première française est Cédrine Carbol, encore une fois, qui termine seulement 26e. Un peu décevant pour les Françaises, mais félicitations à Hills, qui est une très très belle vainqueur. Et chez les élites, j'ai envie qu'on parle un peu de la stratégie des Pays-Bas. Parce que c'est Misha Bredewold qui s'impose devant Lorena Weber. Donc sur le papier, c'est un doublé, donc magnifique. Et la 3e, c'est Laute Kopecky. Première française, Juliette Labouze, 9e.
Mais est-ce que tu l'as suivi cette course et est-ce que Superbe, tu ouais, ouais. penses que c'était moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que c'était vraiment la première carte des Pays-Bas? Est-ce que c'était vraiment elle qui voulait voir gagner? Non, 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 je pense pas, clairement pas. C'était pas la leader, au départ. Le leader, c'était Lorena Wiebes, bien évidemment, mais ou alors une demi Mmh. Vollering à la limite. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était magnifique. Ils l'ont laissée partir, toute seule. Ils lui ont fait la cassure, elle a attaqué, elle s'est barrée, elle s'est échappée et derrière, qui allait rouler quand derrière tu as, Lorena Wiebes, demi Vollering, j'en oublie, Shirin Van Enrooy, j'en oublie sûrement et elles sont là. Roy. Van Nistelrooy, personne veut rouler contre elle. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Micha est allée chercher sa victoire et que personne n'a fait le train derrière et du coup, c'est arrivé au sprint derrière et c'est même Lorena Wiebes qui prend la deuxième place donc 1 place et deuxième place, pour, les Pays-Bas. Tactique, je pense juste parfaite. Ils ont pas réussi à prendre la dernière place sur le podium mais l'Otto est vraiment très forte aussi donc on peut pas leur en vouloir mais stratégie parfaite et je trouve ça malin d'avoir laissé, partir la jeune Micha de 23 ans, s'envoler comme ça et aller remporter, un titre de champion d'Europe qui est un titre majeur dans sa carrière. Franchement, bravo à elle et bravo au collectif, des Pays-Bas, surtout la tactique, c'était magnifique. Ouais, d'ailleurs, Michel avait déjà prié, début septembre, elle avait remporté la classique Lorient Agglomération. Donc voilà, elle commençait à être forte, elle avait même fait un podium sur la première étape du Tour de Romandie aussi le 15 septembre là. Mais en tout cas, moi, il y a un truc que j'ai pas dans la tactique, je pense qu'elle était parfaite parce que franchement, elles ont utilisé leur surnom parfaitement. Mais au moment où, Mischa Bredewold attaque, il y a Demi Vollering qu'on entend un peu crier. Donc, tu sais, elle attaque dans un moment de mou et on entend Demi Vollering crier en mode: «Hey!» Comme si je sais pas si c'était pourquoi elle a fait ça, si elle lui a dit: «Vas-y» ou justement elle lui a dit: «Qu'est-ce que tu fais?» Et genre, il y a ça qui met un peu le doute en mode, tu vois, genre, peut-être que vraiment elle voulait, faire gagner, soit Lorena Wiebes, soit, Demi Vollering. En tout cas, Mischa Bredewald, une fois qu'elle est partie, bah, ça s'est regardé quoi derrière et elle a fait la bonne stratégie effectivement. Bah, voilà, je pense qu'on est bien revenu, sur toute l'actualité de la semaine dernière. Mon Stroligno, qu'est-ce que tu en penses? Bah non, c'était carré. Nous, on a hâte que ça s'annonce. Là, on part sur, le Rock d'Azur la semaine prochaine. On va vous faire vivre un peu toutes ces aventures, donc allez nous suivre sur les réseaux, ça va être hyper fun et après on va vous débriefer la fin de saison avec notamment, la classique des feuilles mortes qui arrive en Italie et la dernière de Thibaut Pinot. Ça va être, fou à regarder et on va vous faire vivre ça en podcast et en vidéo. Bah, ouais, surtout en podcast et donc on se dit à la semaine prochaine. Ciao les amis! Ciao les amis!